Bonjour, rebonjour. Deuxième partie de la journée d'études. Merci encore d'être présent. Et dans cette deuxième partie, nous allons avoir 3 nouveaux intervenants qui, comme ce matin, vont restituer leurs études, leurs analyses, leurs approches sur ce thème de la précarité et du logement. Il y aura en premier lieu Marie-Christine Jaillet, puis un représentant du groupe Bellastock, de l'association Bellastock, et on terminera la journée avec Laurent Tixador, plasticien. Donc je vais introduire la première participante. Je vais lire brièvement. Donc Marie-Christine Jaillet est directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la ville. Elle poursuit des travaux sur la périurbanisation, les modes d'habiter, mais également sur les processus de métropolisation et leur impact sur les modes de gouvernance urbaine. Elle a été directrice d'un laboratoire de recherche pluridisciplinaire, le LIST, et vice-présidente du conseil scientifique de l'Université de Toulouse II. Marie-Christine Jaillet travaille aujourd'hui au développement d'un institut de la ville à Toulouse et à la refondation du réseau français de recherche sur l'habitat et le logement, REHAL. Elle vient d'être nommée à la présidence du CODEV, le Conseil de développement de Toulouse Métropole. Voilà en quelques mots la façon dont je vous présente et la parole est à vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je voudrais d'abord m'excuser de ne pas avoir été là ce matin. Mais voilà, le 17 mars, c'était un événement important pour l'université à laquelle j'appartiens. Vous savez que les universités renouvellent leurs conseils. Les universités sont des instances démocratiques. Donc, il y a renouvellement des conseils. Et donc, il y avait ce matin un débat entre les candidats des différentes équipes à la présidence. Et je fais partie voilà, d'une de ces équipes, donc vous comprendrez que ça ne m'était pas possible d'être là ce matin. Je serai obligée de vous quitter assez rapidement en fait, après mon intervention pour les mêmes raisons. Voilà. Donc je vais vous parler moi de la précarité évidemment dans l'habitat du point de vue qui est le mien, c'est-à-dire de quelqu'un qui travaille dans ce qu'on appelle le champ des sciences humaines et sociales et en particulier qui analyse les politiques publiques, mais aussi les modes de vie. J'ai, moi, une double formation de sociologue et d'histoire-géographie. Je vais probablement faire écho avec des choses qui ont été dites ce matin et même peut-être des redondances avec un certain nombre de propos, mais la redondance participe de la pédagogie. Alors, je m'en excuse par avance. Je voudrais d'abord revenir sur la question de la précarité dans l'habitat en soulignant le moment particulier que traversent nos sociétés. On peut dire, bon, je pense que Mireille Bruyère en a parlé très très longuement ce matin, qu'on passe de sociétés qui étaient plutôt des sociétés de sécurisation, ou en tout cas s'était construit toute une série de mécanismes de sécurisation dont le logement fait partie, à des sociétés qui sont des sociétés du précariat, en tout cas des sociétés où monte l'incertitude et l'insécurisation. C'est-à-dire que nous sommes dans des sociétés où les individus sont de plus en plus insécurisés, alors en raison des transformations de l'économie, certes, mais pas uniquement en raison des transformations de l'économie. Aussi parce que les structures qui organisent la stabilité de la société sont des structures qui sont devenues de plus en plus mobiles. Voilà, participent de l'insécurisation sociale des individus. Le fait, par exemple, qu'on n'est plus inscrit dans des trajectoires de vie où on vit durablement toute sa vie avec l'homme ou la femme avec laquelle ou lequel on s'est marié ou avec lequel ou laquelle on vit. On sait que la durée moyenne d'un couple, c'est 8 ans. Donc ça veut dire qu'on est inscrit en moyenne, voilà, un certain nombre d'entre vous auront peut-être l'opportunité de vivre plus longtemps avec son compagnon ou sa compagne. Mais c'est une source d'instabilité
parce qu'effectivement, on est dans des vies de plus en plus séquencées, c'est-à-dire des vies où se succèdent des temps où on peut être en couple, avec des temps où on est en solo, et puis des temps où on est à nouveau à deux, et on vit ensemble ou on ne vit pas ensemble. Hein, on voit bien cette incertitude sur des trajectoires de vie qui sont de plus en plus incertaines et insécurisées. Et vous voyez bien que ça a un impact sur la question du logement. L'idée que, au fond, l'important c'était de trouver un logement, de s'y installer, et puis on y faisait durablement sa vie, c'est fini. Au long de sa vie, on a à trouver toute une série de logements, alors liés à la mobilité professionnelle, liés à l'aspiration à améliorer ses conditions de logement et d'habitat, mais liées aussi aux séparations, à la divorcialité, à la remise en ménage, etc., etc. Hein. Donc l'insécurisation sociale qui pèse aujourd'hui sur nos sociétés, elle tient pas simplement à ce qui se passe dans l'économie, hein, ce passage de ce qu'on appelle la société du salariat à la société du précariat, hein, le fait qu'on entre aujourd'hui sur le marché du travail, plus du tout sur le modèle du CDI, mais sur des modèles de CDD, d'intérim, de mission, etc. Mais tient aussi à ces bouleversements des structures qui fondaient la société et qui fondaient au fond l'assise de cette société. Cette insécurisation, elle tient aussi à d'autres éléments, c'est-à-dire les cadres idéologiques, les cadres sociaux qui organisaient aussi la dynamique de la société se sont fragilisés. Hein. On est dans des sociétés où les grandes idéologies se sont effondrées, où au fond le devenir, la destinée, notre destinée commune est de plus en plus incertaine, où nous n'avons plus vraiment de récits fédérateurs, hein. Nous ne sommes plus dans des grands gestes, y compris révolutionnaires. C'est un peu fini ce temps-là. Hein. Donc des sociétés de plus en plus aussi incertaines, avec une difficulté à se projeter, une difficulté individuelle, mais aussi collective. Et puis les mouvements qui structuraient la société, les partis, les syndicats, les grandes associations d'éducation populaire, par exemple, sont aussi éminemment fragilisés. Alors, ça ne veut pas dire que la société s'est atomisée et que nous en sommes réduits à être de pauvres individus errants, sans référence, etc. Ça veut dire que, bien sûr, émergent de cette société d'autres modèles, d'autres modes d'organisation, hein, mais on est dans ce temps de passage, d'incertitude, dans lequel il est... Ben voilà, une incertitude dans laquelle il est bien difficile de discerner qu'est-ce qui peut surgir, qui permette aussi, voilà, de redonner un sens. Donc c'est bien dans ce contexte-là qu'il faut replacer la question de la précarité par rapport au logement. Parce que ce qu'on observe, c'est que dans des sociétés d'insécurisation croissante, dans des sociétés de plus en plus incertaines, il y a aussi un surinvestissement du logement. C'est-à-dire qu'il y a une demande des individus de réassurance sociale qui passe par le logement. Alors, c'est ce que... un certain nombre de gens de pub appellent l'effet cocooning, hein, l'idée que on cherche au fond dans l'espace de ce qu'on appelait, si on reprend le langage marxiste, l'espace de la reproduction sociale, à retrouver de la tranquillité sociale, à retrouver un cadre, une niche, un cocon pour abriter les siens d'un dehors qui est souvent et de plus en plus érigé sur le mode de la menace, la peur, la crainte, etc. Donc on voit bien cette espèce de surinvestissement du logement, sachant que dans une société qui, en termes de statut ou d'identité sociale, ne donne plus à un certain nombre d'individus, à un nombre croissant d'individus, la possibilité d'avoir un statut ou une identité sociale par le travail, et c'est le travail qui donnait en tout cas jusque-là une identité sociale. Quand on rencontre quelqu'un, on lui dit souvent « qu'est-ce que tu fais ?» Et c'est bien à partir de cette question qu'on se fait une représentation de qui il est. Bon,
On sait aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'individus dans nos sociétés qui ne peuvent plus répondre à cette question. En tout cas, en termes de travail. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de travail qu'ils ne font rien, hein, mais qu'ils ne peuvent plus répondre en termes de travail. On sait que dans des sociétés de ce type, ce qui donne un statut social, un minimum de visibilité sociale, c'est le logement. Et pour tous ceux qui travaillent aujourd'hui, militent dans le champ de la précarité, toutes les associations qui accompagnent les gens qui sont dans la rue, on sait bien l'importance de l'adresse. Si vous n'avez pas d'adresse, vous n'existez pas. Vous êtes invisible dans la société. Hein, et on sait donc que voilà, l'adresse assure ce minimum de statut social quand ce qui assurait jusque-là le statut social fait défaut. Autre élément très très important quand on est sur cette question du logement, c'est la dimension anthropologique de l'habiter. C'est-à-dire avoir un logement, c'est pas simplement l'abri. Voilà, à minima, c'est l'abri évidemment, qui vous met à l'abri de la pluie, des intempéries, des menaces, etc. Mais on sait bien que la fonction du logement, on pourrait dire, c'est l'opérateur d'une fonction anthropologique qui est d'habiter l'espace. Et c'est bien à partir du logement, à partir du lieu où vous habitez, que vous pouvez accéder aux services, aux équipements, voilà, aux aménités de la ville. Donc on est bien là sur une dimension absolument fondamentale, à la fois dans sa dimension identitaire et dans la dimension anthropologique de l'habiter. Or, c'est précisément au moment où le logement supporte plus fortement encore ces enjeux-là, parce qu'on est dans des environnements de plus en plus insécures socialement, qu'on pourrait dire que le logement fait défaut, et fait défaut à de plus en plus de nos concitoyens. Donc, je vais développer mon propos en deux temps. Un temps plutôt centré sur la situation des personnes, mais bon, vous en avez probablement déjà beaucoup entendu parler parce que la personne qui représentait là la Fondation Abbé Pierre vous a parlé du rapport de l'Abbé Pierre. Rapport annuel qui fait un état des situations de mal logement, donc je ne vais pas m'étendre très longuement, mais j'y reviendrai un peu plus longuement. La précarité, elle tient aussi à l'offre de logement et à ce qu'est aujourd'hui cette offre de logement. Et puis, je terminerai par un certain nombre d'autres observations. Donc la précarité dans l'habitat, elle tient donc à la situation des personnes. Alors bon, je pense que là, vous l'avez déjà entendu, remonter des situations de pauvreté. 14% de la population est en situation de pauvreté en France. Si on prend comme référence la référence européenne, discutable comme toute référence statistique, qui est 60% du revenu médian. Si on regarde combien de personnes en France ne disposent pas de 60% du revenu médian, eh bien, on arrive à presque 9 millions aujourd'hui de personnes, c'est-à-dire 14% de la population française. C'est pas la marge, c'est pas une marge, voilà. Ça commence à devenir, on pourrait dire, structurel. Mais on ne peut pas réduire la précarité à la pauvreté. Il faut prendre en considération cette notion de précarité. Donc là, je ne vais pas revenir sur ce que Mireille a probablement longuement développé, mais il est clair qu'aujourd'hui, on est en train de passer d'un modèle qui est le modèle salarial, qui s'est construit dans les 30 Glorieuses, un CDI assorti d'un certain nombre de droits assistentiels, assurantiels, à une société du précariat. Voilà, à une société du précariat. Je l'ai dit tout à l'heure, 80% des gens qui entrent sur le marché du travail aujourd'hui le font dans des situations de précarité au regard de l'emploi. C'est-à-dire très très loin de ce modèle du CDI sécurisé. Évidemment, dans les jours dans lesquels nous sommes en plein dans ce débat-là, flexibilité, etc. On y revient pas. C'est déjà très flexible, le marché du travail, aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on est encore loin, on pourrait dire, du modèle ultime
de la flexibilité du travail. Hein, c'est ces fameux contrats de travail où 0 heure est garantie, mais où vous êtes à disposition de votre employeur. Hein. Voilà. Modèle de travail, modèle de contrat de travail très très développé, en particulier outre-Manche. Donc, un fort taux de chômage, des situations de pauvreté, des situations de précarité, donc un univers d'incertitude. Sur la précarité, un élément important, un certain nombre de sociologues ont travaillé sur le rapport des jeunes à la précarité du travail et montrent qu'on ne peut pas simplement se contenter du discours que nous tenons, mais parce que nous venons aussi de générations qui sortent des Trente Glorieuses hein, et qui ont comme modèle de référence évidemment le CDI, la sécurisation. On voit que dans les stratégies que développent aujourd'hui un certain nombre de jeunes dans un marché du travail de plus en plus précaire, émergent aussi de nouveaux rapports au travail, c'est-à-dire peut-être un moindre investissement dans le travail par rapport aux générations anciennes et donc la possibilité aussi d'investir d'autres champs d'activité, la possibilité aussi d'entrer, de sortir du marché du travail quand on a les qualifications qui le permettent, pour développer aussi d'autres temps dans sa vie, hein, temps de voyage, etc. Donc on voit, toute proportion gardée, qu'une partie de la jeunesse peut, entre guillemets, développer des stratégies d'organisation, d'autres types de trajectoires de vie en entre guillemets, jouant de la précarité. Hein, voilà. Donc il ne faut pas simplement apprécier cette question de la précarité en termes de déficit de droits hein, et de perte de sécurité. Il y a une manière pour des gens qui ont toujours au fond connu ce contexte-là de faire autrement, de faire avec. Au moins un temps. Au moins un temps. Alors, quel rapport à la question du logement? Eh bien, évidemment, quand votre niveau de ressources est faible, quand votre niveau de ressources est incertain, extrêmement difficile d'accéder à un logement autonome. Et j'insiste sur les deux. Ce n'est pas simplement une question de niveau de ressources, c'est aussi une question de stabilité des ressources. C'est-à-dire que toutes les analyses montrent aujourd'hui que quand vous êtes dans le système des CDI, même si votre niveau de revenu peut être au-dessus du revenu médian, c'est-à-dire 1 600 €, hein, même à 2 000 €, dès lors que vous avez un contrat de travail de 3 ans ou 6 mois, vous êtes considéré par le bailleur, par le propriétaire, comme présentant un profil à risque. Donc qu'il soit clair que la question de l'accès au logement ne se réduit pas à la question de la privation de ressources. Vous pouvez avoir des ressources, mais si vous êtes inscrit voilà, dans une précarité professionnelle ou dans une précarité de statut, vous rencontrez aussi des difficultés pour accéder au logement. Dans le même temps hein, que sur le marché du travail, on voit ce changement voilà, de modèle, société du salariat à la société du précariat, ce qu'on a vu, c'est une élévation du taux d'effort des ménages dans le logement. C'est-à-dire que le poids que pèse le loyer ou la mensualité d'emprunt sur les ressources s'est considérablement accru sur la même période. En gros, en 1960, en moyenne, on consacrait 10% de ses revenus au logement. Aujourd'hui, c'est en moyenne 25%. Et dans l'accession à la propriété, voilà, le plafond jugé correct, donc acceptable, c'est 33%. Nous avons en France des taux d'effort exactement en moyenne double de ceux des Allemands. Donc là, il y a quelque chose qui se passe. Alors bon, on n'a peut-être pas le temps d'en discuter là. Ça a à voir, entre autres, avec la question foncière. Or, vous savez que le logement, pour qu'il y ait un logement, il faut qu'il y ait une assise à ce logement, c'est-à-dire le foncier, de la terre, du sol. Voilà. Mais bon, on y reviendra éventuellement si on a un peu de temps. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, un nombre de plus en plus croissant de ménages ont une difficulté d'accéder à un logement décent ou une difficulté de se maintenir
dans un logement, hein, avec voilà, une aggravation des situations d'expulsion. Dans les éléments de précarisation, donc je l'ai dit, précarisation économique, je ne reviens pas sur la précarisation liée à cette mobilité des structures socio-familiales. On sait par exemple que les situations de divorce ou de séparation génèrent de très très grandes précarités dans l'accès au logement, mais aussi précarisation juridique. Les travailleurs dits clandestins, les gens qui ont un emploi, qui ont un salaire, mais qui n'ont pas de papier, n'accèdent pas au logement. Donc on voit que cette précarité, elle est aujourd'hui protéiforme et qu'elle mobilise plusieurs registres, une diversité de registres. Et bien sûr, on peut accumuler les trois, c'est-à-dire être en situation de précarité économique, n'avoir pas de papier et être à un moment de sa vie où on se sépare ou au contraire, on se remet en couple, mais il faut trouver un logement. Donc ça, c'est la précarité qui tient aux situations individuelles. Mais la précarité, elle tient aussi à ce qu'elle offre de logement aujourd'hui, et je voudrais m'arrêter un tout petit moment là-dessus. On est aujourd'hui dans des situations où le parc de logement est inadapté. On ne manque pas nécessairement quantitativement de logements, pas forcément quantitativement, mais les logements qui existent sont inadaptés, entre autres, à ce qu'est la situation des demandeurs. Un parc trop cher, voilà, des logements trop chers, des logements éventuellement trop petits ou trop de petits logements, c'est-à-dire pas assez, en particulier de logements familiaux abordables. Et c'est le point que je voudrais développer un tout petit peu. Et pour le faire, on est obligé de revenir sur une période qu'on a connue dans notre histoire récente, qui est en gros la période... Voilà, 50-70. Au sortir de la guerre, démolition voilà, du fait de la guerre, d'une partie du patrimoine existant, mais surtout urbanisation de la société française. Hein. On va à la ville chercher de l'emploi. Donc des situations dans les villes hein, où l'état du parc n'a pas permis de faire face à la demande, évidemment. On a été en capacité dans cette période-là de produire très très vite un très grand nombre de logements sociaux confortables à l'époque, et du coup, en une quinzaine d'années, on a résolu une crise du logement. Voilà. Et les derniers bidonvilles, parce qu'on a connu ces situations-là, voilà, ont disparu, on peut dire, du paysage français au début des années 70. À ce moment-là, de l'histoire des politiques du logement, on a pensé qu'on n'avait plus besoin d'un effort massif de l'État, hein, parce que cette capacité à résoudre cette crise, elle tient beaucoup à la capacité d'intervention de l'État, capacité de financer le logement, capacité de mobiliser des organismes qui sont les organismes HLM, capacité de lever l'obstacle foncier, hein, et on a parlé sur cette époque-là d'une véritable machine à produire du logement social, dont je redis qu'il a amélioré objectivement les conditions de logement, hein, logement confortable, hein, même si aujourd'hui, une partie de ce parc est dans des situations qui posent toute une série de problèmes, mais on n'a pas le temps de revenir là-dessus ici. En tout cas, on a résolu cette crise-là. À la fin de cette période-là, voilà, début des années 70, voilà, cette décennie-là, on estime qu'on n'a plus besoin que l'État développe une politique publique du logement social. Donc on va favoriser l'accession à la propriété d'une maison individuelle. Hein. Aujourd'hui, 57% des ménages français sont propriétaires de leur logement ou en accession à la propriété de leur logement. Et on voit bien qu'en une vingtaine ou une trentaine d'années, hein, ce taux de propriétaire ou d'accès à la propriété a considérablement cru, sur la base d'une politique qui a favorisé cette accession-là. Seul problème,
c'est qu'au moment où ces politiques sont décidées, c'est le moment où la société française commence à connaître ce qu'on va appeler au début une crise économique. Donc il y a une espèce de désajustement entre ce qu'est la politique de l'État et puis cette société qui commence à entrer dans une crise et dans une véritable mutation. Et cet écart-là s'est accentué au fil des années, c'est-à-dire au fil de la décennie des années 1990 et puis depuis le début des années 2000. Donc on a des politiques du logement aujourd'hui inadaptées à la situation de la société française. Et donc ce décalage explique aussi ces situations de précarité. D'autant que les réponses apportées par l'État pour essayer de réduire cet écart sont pour le moins insuffisantes ou inadaptées, pour deux raisons. À partir du début des années 80, on va remettre en mouvement cette machine à produire du logement social. C'est-à-dire qu'on voit l'État considérer qu'il faut redévelopper une offre de logement social pour répondre à la situation de la société française. Petite parenthèse très importante, le logement social en France relève de la solidarité nationale. Nous finançons, vous et moi, le logement social. Le logement social en France, il est adossé pour son financement sur le livret A, sur l'épargne populaire. C'est extrêmement important parce que ça donne un modèle du logement social en Europe unique. C'est ce qu'on appelle un modèle généraliste. En gros, en France, 70% des ménages français ont des revenus inférieurs au plafond qui permettent d'entrer dans un logement social. Il y a un autre modèle qui prévaut en Europe, c'est ce qu'on appelle le modèle résiduel. C'est l'idée qu'on fait du logement social seulement pour les pauvres. Et aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années déjà, il y a un débat dans l'Europe parce que le modèle français est remis en question. Et donc, il faut, de manière permanente, quels que soient les gouvernements, défendre à la fois la spécificité, l'originalité et l'intérêt de ce modèle-là, dont je redis, à un moment où dans les sociétés développées, la question de la solidarité est devenue une question névralgique, à quelles conditions sommes-nous prêts à l'exercice de la solidarité, eh bien, le logement social, fondamentalement, repose sur ce principe de solidarité. Je ferme la parenthèse, donc je reviens à mon propos. Produire donc du logement social, reproduire du logement social en quantité. Mais le seul problème, c'est que le contexte des politiques publiques a changé. Dans les années 60, un État régalien qui a la capacité d'imposer aux collectivités locales la production de logements sociaux. C'est fini ça. La décentralisation est passée par là. L'État n'est plus un État régalien. Il faut que l'État convainque les collectivités locales qu'il faut faire cet effort-là. Et il n'y a pas aujourd'hui de logement social sans contribution des collectivités locales, c'est-à-dire des communes, des intercommunalités. Là, il y a un changement radical. Dans une société où la solidarité ne va pas de soi et la société n'est pas forcément prête à accepter qu'on produise du logement social là où elle habite. Et si vous avez écouté la radio ou la télévision ces jours-ci, vous avez vu le débat dans le 16e à Paris. Vous avez vu ce débat-là. C'est ce qu'on appelle, nous, le phénomène du NIMBY. J'en veux pas à côté de chez moi. Là, il s'agit d'une offre d'hébergement pour des réfugiés. Mais ça peut être la même chose pour du logement social. Donc, on est dans une société où, éventuellement, le logement social, aujourd'hui, concentre un certain nombre de représentations erronées des tours, des bars, des pauvres, en gros. Et dans une société d'insécurisation, accepter qu'on produise du logement social à côté de chez vous, c'est accepter une cohabitation ou une proximité dont on ne veut pas en avançant un certain nombre d'arguments que vous avez entendus en référence à ce que je viens de dire. Ça va faire baisser la valeur de son patrimoine.
nos enfants vont aller à l'école avec leurs enfants. Ça va faire baisser le niveau scolaire, etc., etc. Il y a toute une série de travaux aujourd'hui qui montrent bien cette logique qui structure nos sociétés dans le rapport à l'espace, qui est la logique de l'appariement électif. Je peux choisir d'habiter où je veux, avec qui je veux. Et généralement, ce qu'on observe, c'est que ça s'opère sur un principe de similarité. Je vais chercher à habiter avec des gens qui me ressemblent, qui sont comme moi, parce que c'est plus facile. Ils partagent les mêmes codes, les mêmes valeurs, etc. La différence aujourd'hui, elle inquiète, et la différence, quand elle est associée à la pauvreté, encore plus. Donc on voit bien qu'on est dans des sociétés où convaincre de la nécessité de produire du logement social et donc convaincre de la nécessité de la cohabitation, de ce qu'on appelle la mixité sociale, ne va pas de soi. Donc on n'est plus du tout dans les conditions historiques des années 60. D'autant que, je l'ai dit, c'est tellement vrai d'ailleurs qu'il faut le recours à la loi pour imposer aux communes l'obligation de la production de logement social. C'est ce qu'on appelle la loi solidarité et renouvellement urbain, qui a imposé un quota de 20%, 25% aujourd'hui, au nom du principe de mixité, pour mieux répartir le logement social et lutter contre les processus de ghettoisation considérés comme mettant en péril, en danger le lien social, la cohésion sociale. Je l'ai dit, logement social généraliste. Donc, quand on est dans ce contexte-là, ça veut dire que 70% d'entre nous, je l'ai dit, environ les 3/4 pour être un peu plus précis, peuvent accéder au logement social, enfin peuvent demander à accéder au logement social. Ça veut donc dire que derrière le terme logement social, il y a une très grande diversité de logements sociaux. Il y a du logement très social, et puis il y a du logement social ordinaire, et puis il y a même du logement social, on pourrait dire, haut de gamme. Et quand on impose 25% de logement social, on ne précise pas de quels logements sociaux il s'agit. Or, on peut produire du logement social pour répondre à des besoins sociaux légitimes dans un modèle généraliste. Un jeune couple en début de trajectoire de vie, avec 2 salaires moyens, peuvent prétendre au logement social. C'est un besoin social légitime, c'est un besoin en logement légitime. Dans un modèle généraliste, il a sa place. Mais vous voyez bien que dans ce mécanisme-là, les plus pauvres ou les plus précaires sont toujours évincés. Et donc on peut produire effectivement du logement social sans que pour autant ce logement social soit accessible aujourd'hui aux plus précaires, aux plus pauvres, aux plus modestes. Deuxième solution adoptée par l'État, puisqu'il est difficile de faire du logement social, parce que ça coûte sur le budget de la nation, et que vous savez bien que nous sommes dans des périodes de déficit, qu'il faut contenir la dépense publique, qu'il est difficile de le faire aussi parce que ça ne peut se faire qu'avec les collectivités locales. Eh bien, les pouvoirs publics, l'État, a trouvé une autre manière de produire du logement locatif. C'est ce qu'on appelle le recours à l'investissement privé. On nous demande d'investir dans la pierre, acheter un logement, et puis vous vous engagez à le louer. Donc vous produisez bien de l'offre locative. Simplement, vous comprenez bien là qu'il faut une contrepartie à l'effort qui vous est demandé. La contrepartie, c'est que vous bénéficiez d'un avantage fiscal considérable. Vous pouvez faire ce qu'on appelle une défiscalisation. Donc ça se traduit très clairement par le fait que vous payez moins d'impôts. On voit bien l'intérêt du mécanisme. Il produit du logement social, du logement locatif, mais pas du logement social. Il produit d'abord des petits logements, beaucoup de petits logements, et il produit un mécanisme redoutable qui fait que le propriétaire qui se lance dans ce type d'aventure va demander un surcroît de garantie à son locataire. Parce que vous voyez bien, il investit, lui, pas pour se constituer un patrimoine, pas pour louer, parce qu'il y a un intérêt ou un avantage qui est la défiscalisation. Donc il est important que ce propriétaire ait la garantie que vous allez lui payer le loyer. Parce que ce propriétaire-là, par ailleurs, il peut être en accession à la propriété pour son propre compte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce propriétaire va exiger de son candidat locataire qu'il apporte toutes les garanties qu'il va pouvoir
payer le loyer. Et ce qu'on observe depuis quelques années, c'est une accentuation des demandes de garantie qui pèsent sur les locataires. Il faut que vous prouviez que vous ayez au moins un niveau de revenu égal à, et ça n'est pas suffisant, hein, donc on recourt de plus en plus à des garanties familiales, par exemple, et là il y a une inégalité fondamentale, c'est que nous ne sommes pas placés à égalité. Certains d'entre nous peuvent trouver des garants, d'autres pas. Donc là, c'est l'inégalité par le capital social ou par le capital familial qui est ravageur sur le logement, sur le marché du logement. J'y reviendrai, tellement ravageur d'ailleurs qu'on a inventé à un moment un principe qui est celui de la garantie universelle, c'est-à-dire un état du coup qui dit au propriétaire: s'il y a défaut de garantie de votre candidat locataire, c'est moi qui me porte garant. Bon, ça n'a pas marché, j'y reviendrai. Donc, le fait que sur les années dont je parle, on a assisté à une financiarisation du logement. Souvenez-vous ce que je vous ai dit, le logement, il a une fonction anthropologique essentielle. Il n'est pas un produit financier, il est devenu un produit financier comme les autres. Voilà. Et on voit bien les ravages que ça provoque du point de vue des usages et du point de vue de l'accès. Donc on est dans un système où les inégalités se sont accrues, je ne reviens pas, et où cet appel aux garanties multiples génère aussi de nouvelles formes d'inégalités. Alors vous me direz, qu'ont fait les pouvoirs publics devant une situation qui s'est dégradée, devant l'augmentation des personnes à la rue, des situations de précarité dans le logement, d'absence de logement, d'impossibilité de cohabiter, etc. Alors, l'État a d'abord instauré un droit au logement en 2 temps. Un premier temps, la loi Besson, 1990, qui va instaurer des plans départementaux pour le logement des plus démunis. Donc, une politique qui vise à contractualiser entre l'État et les départements conseils généraux en charge de l'action sociale, pour essayer de mettre en place des dispositifs qui vont permettre aux ménages les plus modestes, aux ménages précaires, d'accéder au logement. Ça a eu quelques effets, ça a amélioré la situation incontestablement, mais ça n'a pas résolu la question, loin s'en faut. Et donc plus récemment, l'État a instauré un droit au logement. C'est cette fameuse loi qui s'appelle DALO, qui date de 2007, et qui a instauré un droit opposable au logement. Un droit opposable au logement, c'est-à-dire qu'il y a une consistance juridique cette fois. Et qui est le garant du droit au logement? C'est l'État. Donc se sont développées aujourd'hui des politiques dans le cadre de ce droit opposable au logement, où quelqu'un qui est privé de logement, qui candidate à un logement social depuis un certain nombre de mois, voire d'années, et qui n'obtient pas de logement, peut se retourner vers l'État, et l'État lui doit un logement. Mais vous voyez bien la difficulté. Sur le principe, très intéressant ce droit au logement, à condition d'avoir des logements à mobiliser, des logements accessibles, des logements bon marché et des logements, si possible, dignes, c'est-à-dire confortables. Donc, comme on est aujourd'hui dans une situation où cette offre-là, on ne l'a pas, eh bien, qu'observe-t-on? C'est une tendance à passer d'un droit au logement à un droit à l'hébergement. Et ce n'est pas la même chose. Passer du droit au logement au droit à l'hébergement, compte tenu de ce que j'ai dit, de ce que représente être logé, c'est-à-dire être habité, avoir une identité sociale, un bout d'identité sociale, avoir une légitimité à être là, et avoir la capacité d'habiter l'espace dans toutes ses dimensions. Donc il est clair là que non seulement on est à un moment de notre histoire des politiques du logement où le modèle qui a prévalu jusque-là est en crise, ce modèle résidentiel qui s'est structuré dans les années 60, qui a fonctionné dans les décennies 70, dans les décennies 80, et qui continue à fonctionner, mais qui ne peut plus faire référence
comme il l'a fait, c'est l'idée que voilà, jeunes adultes ayant un travail, rencontrant sa moitié, eh bien, ont trouvé un logement plutôt locatif, en immeuble, plutôt un appartement, plutôt dans le parc social au début de sa trajectoire de vie. Éventuellement, on avait un premier enfant, on améliorait ses conditions de logement. Parfois là, on passait dans le parc locatif privé. Et puis, on le sait, au moment où arrivait le second enfant, eh bien, on partait vers le projet d'accession à la propriété en maison individuelle, en périphérie, etc. Ce modèle-là a fonctionné. Hein. Il a construit aussi une partie de ce que sont nos paysages urbains. On voit bien qu'il ne peut plus fonctionner. Donc la question aujourd'hui qui se pose, c'est comment peut-on refonder des politiques du logement et des politiques de l'habitat, des politiques de l'habité dans le contexte des sociétés dans lesquelles nous vivons. Ça veut dire comment peut-on faire en sorte qu'on puisse, sur la base d'un consentement de la société dans son ensemble, reproduire en nombre suffisant du logement bon marché, du logement social bon marché, accessible. Et comment revaloriser le statut de locataire. On ne déchoit pas parce qu'on n'est pas propriétaire de son logement. Or, on voit bien que dans l'accession à la propriété, il y a aussi l'idée qu'on devient maître, voilà, de son logement, de ses conditions de logement, et que du coup, on peut faire dans sa maison, voilà, ce qu'on veut, l'adapter, la faire évoluer en fonction de ses besoins. Mais on voit bien aussi que être propriétaire, c'est quelque part aussi avoir réussi sa vie. Dans un certain nombre de strates sociales, ça continue à être un élément de la distinction sociale. C'est moins vrai dans d'autres strates sociales. Donc comment revaloriser, voilà, le fait d'être locataire et comment donner du sens aussi et de la valeur à des trajectoires résidentielles où on ne deviendra pas propriétaire, mais où on peut vivre bien, construire sa vie, etc. Donc, résultat de ce que je viens de dire, eh bien, les situations qu'on connaît, les situations de gens totalement privés de logement, donc qui sont évidemment dans la rue, qui sont dans les foyers, qui sont dans les centres d'hébergement, mais qui sont aussi dans d'autres formes invisibles d'occupation de l'espace, bidonvilles, sous les ponts, au bord des voies ferrées, à côté des autoroutes, dans les bois de Boulogne, à Paris, le long des rocades. Et on voit bien que ce mouvement de cabanisation, qui est aujourd'hui analysé par un certain nombre de chercheurs, tente à se développer avec aussi l'arrivée dans les sociétés développées européennes en particulier, des réfugiés, des migrants, qui occupent aussi les interstices, les vides, les délaissés de la ville. Il y a une ville invisible aujourd'hui, il y a la ville visible et puis il y a la ville invisible, des vides, des interstices, mais qui sont occupés. Et dans notre ville, dans notre agglomération, cette strate invisible de la ville, elle existe. Sans statut, mais elle existe. Et tous les travaux qui sont faits sur la jungle de Calais, mais qui ont été faits dans d'autres conditions, montrent aussi que ce sont de véritables villes qui se construisent là, à des échelles variables. Dans le cas de la jungle de Calais, ça a déjà une grande visibilité, mais il y a des formes d'organisation à plus petite échelle. Alors qu'est-ce qu'on fait là? On laisse faire, en disant au fond, capacité des gens à bricoler, dans l'incertitude, le risque, la menace permanente de la démolition. Ou est-ce qu'éventuellement, dans l'incapacité à faire mieux, on consolide, on aide à l'organisation? Comment réagit-on? Et là, il est intéressant de voir qu'est-ce qui s'est passé dans les pays dits en voie de développement face au phénomène des bidonvilles. Il y a eu en gros deux types de politique. Une politique baptisée d'un terme absolument affreux, qui était la politique du déguerpissement. C'est-à-dire qu'à un moment, on décidait que voilà, le bidonville, on le faisait disparaître.
hein. Et donc, voilà, les gens qui vivaient là, aux portes des villes, partaient ailleurs. Une politique plus intelligente, puisqu'on est dans des pays qui n'ont pas la capacité ou qui n'avaient pas la capacité d'offrir à chacun un logement décent, on a cherché plutôt à conforter les bidonvilles pour en faire des bouts de ville, de vrais bouts de ville. Hein. Et c'est ce qui s'est passé dans un pays, par exemple, comme le Brésil, hein, où on voit bien qu'aujourd'hui, aux portes de Rio, il y a à la fois des stratégies qui continuent à être des stratégies d'éradication des bidonvilles, mais il y a aussi d'autres stratégies où on conforte, où on essaie d'amener les réseaux, d'amener l'eau, etc., d'amener les équipements, les infrastructures qui permettent de transformer les bidonvilles en bouts de ville. Voilà. Alors qui sont des bouts de ville qui obéissent pas aux normes habituelles, mais néanmoins dans lesquels les gens vivent et dans lesquels non seulement les gens vivent et habitent, mais ils habitent aussi l'espace, pour le coup, de la métropole. Autre situation, non pas là les gens sans logement, mais les gens mal logés, c'est-à-dire ces situations évidemment où vous n'êtes pas confronté au risque, à la menace, au vent, à la pluie, au risque de devoir déguerpir, mais où vous cohabitez dans des conditions difficiles. Hein, les enfants adultes qui ne peuvent pas quitter les parents, obligés de revenir chez les parents parce qu'ils n'ont plus de quoi accéder à un logement autonome. Hein. Donc ces situations de cohabitation non choisie, la cohabitation en particulier chez les jeunes, elle peut continuer à exister et être choisie. Hein. Modèle Tanguy, finalement, c'est pas mal de vivre sa vie de jeune adulte en continuant à bénéficier de l'hôtel parental. Voilà. Ça, c'est, on peut dire, une cohabitation choisie. Assez confortable, bon, des cohabitations heureuses de ce type. Bon, on sait aussi qu'il y a des cohabitations qui ne sont pas choisies et qui mettent évidemment en tension avec des répercussions sur le bien-être individuel et le bien-être collectif. Mais le mal logement, c'est aussi ne pas avoir le choix de son logement. C'est aussi les processus de relégation. C'est aussi le fait qu'on soit obligé d'aller vivre dans des endroits, dans des logements où on ne veut pas aller. Hein. Et c'est toute la problématique là de la ghettoisation qui est aussi une situation de mal logement. Et puis ces situations très invisibles de logement indigne. Hein. C'est-à-dire qu'on a un centre-ville qui s'est plutôt retapé, réhabilité, hein, mais il faut parfois monter au 4e étage d'un certain nombre de beaux hôtels pour trouver là des situations d'indignité, hein, de sous-pente dans lesquelles s'entasse, par exemple, une population qui a été repérée il y a quelques années, les Chibani, hein, les vieux travailleurs immigrés, qui sont restés sur le sol français et qui vivent dans des situations alors d'indignité absolue, voilà, invisible, hein, à la différence des processus de ghettoisation visibles. Là, on est aussi dans une autre forme d'invisibilité. Mais c'est aussi, voilà, les hôtels meublés, c'est aussi sordide, hein, vous le savez, on en entend souvent parler, mais c'est aussi la sous-location, et c'est des situations captives aussi, hein, de gens, par exemple, ça se repère dans toutes les villes, un travailleur ayant un salaire mais un problème de papier, voilà, hein, pas de droit à résider sur le sol français, et qui sont captifs et qui paient parfois très très cher. Le logement, c'est ce qu'on appelle les marchands de sommeil. Mais un marchand de sommeil, quand il loue un logement, il ne le loue pas à un prix abordable. Il sait qu'il a en face de lui un locataire captif. Hein. Donc on connaît ces situations-là. Mais aussi, voilà, du côté de la précarité, de la même manière que pour ce que j'ai dit du rapport au travail, en réponse à ces situations de précarité, on voit émerger aussi de nouvelles pratiques. Hein, c'est-à-dire sont en train aussi de s'inventer des rapports au logement moins normés, moins cadrés. Par exemple, le squat. Voilà.
Le squat, il existe des squats et on est aujourd'hui dans un certain nombre de villes dans des politiques d'accompagnement des squats, éventuellement de confortation des squats. Alors squat encadré, bon, par un certain nombre d'associations, il y a des associations qui essaient de les encadrer, le DAL évidemment, mais d'autres parfois plus locales. La colocation, très intéressant le phénomène de la colocation. La colocation, elle est souvent d'abord, ou elle a souvent d'abord été un phénomène sous contrainte. On se met en colocation parce que, bon, à 2 ou à 3, il est plus facile de louer un logement qu'éventuellement seul. Hein, situation souvent contrainte. Mais on voit là que d'abord ça prend de l'importance, ça concernait d'abord les jeunes, ça concerne aujourd'hui d'autres populations. Les personnes âgées aussi sont en train de développer des logiques de cohabitation. Ça porte même des noms très intéressants. Il y a des expériences, par exemple l'expérience des Baba Yaga, ces femmes âgées qui vivent généralement seules et qui essaient d'organiser des modes de vie communautaires sur des principes de cohabitation. Donc on voit qu'il y a un champ d'expérimentation là où sous contrainte, mais pas uniquement, s'inventent de nouvelles pratiques, de nouveaux rapports à l'habité, au logement, qui permettent de contourner les effets de la précarisation. Donc colocation, logement partagé, avec aujourd'hui des programmes de logement partagé dans ce qu'on appelle l'autoconstruction, mais aussi l'habitat coopératif. On voit se développer là un nouveau champ d'expérimentation, mais aussi d'autres formes, des modes de vie nomades. On voit se développer des modes de vie nomades, donc où le rapport au logement se pose d'une autre manière et on circule au gré aussi des opportunités du marché du travail, en caravane, par exemple. Donc on voit d'autres rapports à l'espace aussi se construire, et puis on voit aussi des formes de repli sur des logiques plus communautaires, sur des logiques aussi d'autosuffisance, de mise à distance du système capitaliste, mais qui intègre aussi une autre manière d'habiter, un autre rapport au logement. Et on voit bien aussi que Internet, tous les outils dont on dispose aujourd'hui, ces logiques de réseau qui se développent, permettent aussi de contourner l'organisation du marché du logement, du marché de la location, qui est un marché réglementé avec un bail locatif, des intermédiaires, les agences immobilières. On voit bien qu'il y a toute une série de sites qui s'ouvrent aussi, où on est aussi sur la pratique de l'échange de logements. Donc il y a aussi là une invention d'autres manières d'organiser le rapport entre l'offre et la demande. Je pense que j'ai à peu près tenu mon temps. La proposition... Oui ? Il me reste 5 minutes. Je ne sais pas, vous m'aviez dit 3/4 d'heure. Il me reste 5 minutes. Oui ? C'est ça ? Non ? Oui. Alors écoutez, comme je ne pourrais pas rester dans le temps du débat, voilà, je vous ai dit pourquoi. S'il y a une ou deux questions, je veux bien, si vous êtes d'accord, y répondre maintenant. Oui. Moi, je vais juste vous poser la question, est-ce que le principe même de la location, c'est pas une forme de précarité dans le sens où c'est de l'argent qui est purement dépensé, qui n'est pas placé comme dans, par exemple, le remboursement d'un prêt immobilier lorsqu'on accède à la propriété. Ouais. Donc est-ce que le principe même de location, de toute manière, c'est pas quelque chose qui devrait finalement être quelque chose de temporaire ou qui normalement est constitué comme une forme de sas avant l'accès à la propriété? Alors vous savez, les économistes qui travaillent sur la question du coût du logement ont une théorie qui est inverse à la vôtre. Il vaut mieux être locataire que propriétaire. Il vaut mieux être locataire que propriétaire. D'abord, être propriétaire. Il faut que vous soyez sûr que le logement dont vous êtes propriétaire, qui vous a coûté quand même, alors c'est un placement, vous pouvez me dire, vous constituez un patrimoine. Il faut être sûr que ce patrimoine sera valorisé dans la durée. Or, il n'y a aucune certitude. Regardez les gens qui, en 1975, ont acheté les très beaux logements du Mirail, remarquables logements du Mirail, remarquables. Demandez-leur s'ils ont fait un bon placement 20 ans après. Ce risque-là, il existe partout.
Regardez aux États-Unis, Détroit, une ville dont l'économie s'effondre à un moment donné. Vous voyez la valeur des logements 20 ans après. Regardez le nord de l'Angleterre. Les populations du nord de l'Angleterre captivent parce que leur logement ne vaut rien. L'économie s'est effondrée. Ils n'ont pas les moyens d'aller là où est l'emploi, dans le sud-est de l'Angleterre. Donc, premier élément, vous prenez un risque parce que vous n'avez pas la maîtrise du temps long. Donc, on voit bien, quand je parlais de financiarisation du logement, on peut jouer avec le logement, hein, comme on joue voilà, avec des placements. Il y a un sacré risque, même à court terme aujourd'hui. Toulouse, économie rayonnante. Ouais. Airbus, dans 10 ans, dans 15 ans, vous êtes sûr qu'il est là encore? Donc, vous voyez bien le risque. Premier élément. Deuxième élément, vous vous constituez un patrimoine, certes, il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir. Voilà, pour qu'il garde y compris sa valeur. On sait bien que ça coûte, ça. Et en fait, l'analyse que font les économistes en termes d'intérêt individuel, hein, c'est la question que vous posez. Vous avez intérêt à être locataire toute votre vie. Pendant ce temps, vous avez intérêt à épargner et à acquérir non pas votre logement, j'allais dire professionnel ou celui de votre vie active, le logement d'après. Simplement ça vaut pour des strates sociales qui ont la capacité à la fois de payer un loyer, d'avoir une capacité de constitution d'une épargne et d'entretien d'une résidence secondaire. Donc autant vous dire que dans une société où 60% des Français estiment aujourd'hui qu'ils sont juste au-dessus du filet de sécurité, juste au-dessus, 60%. Pense, hein, c'est une représentation, c'est un sentiment, c'est pas forcément la réalité. Vous voyez bien que c'est quand même effectivement réservé à, bon voilà, les 40% qui s'estiment dans des positions encore de sécurité, au sens social du terme. Voilà ce que je peux dire à ça. Néanmoins, effectivement, la représentation dominante que tout le monde a, c'est celle-là. Le loyer, c'est de l'argent, comment on dit, perdu, jeté par la fenêtre. Voilà, je cherche jeté par la fenêtre. Ça renvoie aussi à ce que je disais du niveau du loyer. Hein, voilà, du niveau du loyer. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, du taux d'effort. Hein, 25% en moyenne des revenus, c'est énorme. Voilà. Quand je disais en Allemagne, c'est la moitié moins, alors ça peut avoir un effet, hein, ça pèse aussi sur les salaires, hein, bien évidemment. Il y a des effets macroéconomiques à ça. Mais quand même, on est un pays où le logement pèse sur les budgets. Et quand je dis 25%, c'est loyer et une partie des charges. Dernière question. Non. Oui, vous avez mis en cause vous avez parlé du DAL et des squats. Comme alors, le DAL et les squats. Le oui. DAL, droit au logement, soutient des squats, mais il ne les ouvre pas. Il ne les ouvre pas. On soutient les gens qui ouvrent des squats, mais on n'en fait pas. Par contre, ce qui m'indigne, c'est qu'à Toulouse, on mure beaucoup de bâtiments. Il y a plein de bâtiments murés qui pourraient accueillir des gens. C'est une politique désastreuse. Alors, la question que vous posez, d'abord, le DAL et d'autres associations ne font pas qu'accompagner, organisent des squats. Hein. S'il y a une association qui repère des bâtiments vides et les occupe, c'est bien effectivement le DAL. Le problème du logement vacant, c'est une question extrêmement complexe parce qu'effectivement, ce qu'on dit souvent, c'est il y a beaucoup de logements vacants, ce qui est vrai. Je me rappelle, moi, que quand AZF a explosé à Toulouse et qu'il fallait reloger dans l'urgence des gens qui n'étaient plus en capacité de rester dans des logements dévastés,
on s'est dit, il y a une solution, le logement vacant. Hein. Donc on a mis tous les acteurs associatifs, services de l'État, des collectivités, pour repérer les logements vacants. Au bout du compte, c'est pas une solution. Et ça, c'était une vieille antienne des politiques publiques, se dire que la résolution de ce problème-là est dans le logement vacant. Le logement vacant, généralement, s'il est vacant, c'est qu'il n'est pas mobilisable. Et il n'est pas mobilisable pour toute une série de raisons. En particulier parce que les propriétaires... alors, il y a tous les logements qui sont dans des situations complexes au regard de la propriété, les successions, dans l'indivision, ce type de situation. Des logements vacants inconfortables, c'est-à-dire que les propriétaires possèdent effectivement, qu'ils ont, mais qu'ils ne mettent pas sur le marché de la location parce qu'ils n'ont pas les moyens de les remettre en état. Et l'État est allé très loin là. Il a inventé des dispositifs intelligents, très intelligents même. Hein. C'est-à-dire, vous avez un logement, vous n'avez pas le moyen de le mettre en état pour le louer et vous n'avez pas envie de le louer. Parce que le louer, c'est avoir à gérer la location, le rapport à un locataire, etc. Et quand même, quand le logement, c'est le sien, on sait que le comportement des propriétaires, il n'est pas un comportement rationnel. Je ne mets pas n'importe qui dans mon logement. Pas n'importe qui dans mon logement. À la différence des propriétaires dont je parlais tout à l'heure, investisseurs, eux, ils n'ont jamais mis les pieds dans le logement. Ce n'est pas leur problème, ils ne l'ont jamais vu. C'est un produit fiscal. Donc ça, c'est une catégorie particulière. Mais propriétaire individuel qui a hérité d'un logement ou dont le logement personnel est vide et qu'il veut louer, il n'y met pas n'importe qui. Donc, la solution, elle était ingénieuse. Vous ne voulez pas vous embêter avec la gestion locative. Vous n'avez pas les moyens de remettre votre appartement au niveau. Vous en restez propriétaire, mais pendant 12 ans, c'est un organisme HLM qui va le louer pour vous, le remettre en état. Mais pendant 12 ans, vous acceptez, au fond, de remettre ce logement à un tiers. 12 ans après, vous le récupérez, remis en état, et vous encaissez les loyers. Ça s'est appelé le bail à réhabilitation. Échec. Alors que c'est un système objectivement ingénieux. Ça a buté sur quoi? Entre autres sur les structures de propriété. Une grande partie de ces propriétaires sont des propriétaires âgés, voilà, qui ont hérité d'un logement familial, hein, qui vont transmettre ce logement aux enfants, petits-enfants, avec la volonté de le transmettre soi. Voilà. Dans les 12 ans, qu'est-ce qui peut se passer? Que se passera-t-il, hein? Donc, je ne veux pas perdre la main sur ce bien-là. Et donc, je préfère le laisser vacant. Donc, cette idée-là que la vacance peut être une solution à la crise du logement, on a tenté de multiples solutions techniques pour résoudre, on n'y arrive pas. Donc, reste effectivement la logique de l'intrusion. Je repère un bâtiment vide, voilà, et je l'occupe. Ça vaut quand ce sont des propriétaires institutionnels, des banques, des compagnies d'assurance, etc. Hein, voilà. Et il y a là, y compris aujourd'hui, il y a eu en tout cas dans une loi qui est la loi Allure, hein, qui a été portée par Cécile Duflot, un certain nombre de propositions pour obliger ces propriétaires institutionnels, propriétaires de bureaux. À Toulouse, le nombre de mètres carrés de bureaux inoccupés depuis 10 ans, prenez la rocade entre Faourette et Ampalo et regardez à droite et à gauche. Vous verrez le nombre de mètres carrés de bureaux inoccupés, mais inoccupés depuis 10 ans. Hein. Donc il y a là l'idée qu'on peut mobiliser ces mètres carrés-là, bon, les transformer en logement. Et là, on bute aussi sur les logiques de propriété et de propriétaires. Or, le paradoxe de notre société, c'est que la Révolution française, qui a instauré liberté, égalité, fraternité, elle a aussi sacralisé le droit de la petite propriété privée. Voilà. De la propriété privée. Donc on bute là-dessus. Et là, du coup, nous parlons de propriétaires, de particuliers. Et vous, travaillant au sein de la mairie de Toulouse, est-ce que... de la ville de Toulouse,
Toulouse. Est-ce que vous connaissez un peu le nombre de bâtiments justement inoccupés attenant à la ville, à la municipalité, et qui pourraient être justement, qui pourraient faire l'objet de réhabilitation? D'abord, je n'ai aucun rapport, je ne travaille pas à la ville, hein. Je travaille sur la ville, c'est un peu différent, d'accord. Dans mes terrains de recherche, j'ai ce terrain-là, mais je n'ai pas moi je suis moi une chercheuse du CNRS, je ne suis pas bon. Mais néanmoins, répondre à votre question, bien sûr qu'on la connaît, la cartographie de la propriété communale, elle est connue, elle est très bien connue. La commune de Toulouse, comme toutes les communes, sait de quel bâtiment elle est propriétaire. Simplement, voilà, on est dans des situations extrêmement complexes. Vous savez que les collectivités locales aujourd'hui, elles ont été soumises à des restrictions budgétaires conséquentes. Donc, que font un certain nombre de collectivités locales? Elles vendent ces biens-là. Ce que fait la ville de Toulouse, comme toutes les métropoles ou toutes les grandes villes. Donc, le débat là, pour une commune quelle qu'elle soit, c'est mobiliser éventuellement ces logements, ces immeubles, pour en faire du logement, pour en faire de l'hébergement, par exemple, ou éventuellement vendre le bien pour accroître aussi le budget de la collectivité. C'est la même chose pour l'État. L'État est un énorme propriétaire, hein. Et une des propositions faites par l'État à un certain nombre de collectivités, c'est de leur vendre à bon prix un certain nombre de propriétés de l'État, joliment, hein, à Toulouse. Voilà, joliment à Toulouse, avec l'exigence d'y faire un nombre de logements sociaux considérable, hein. Et c'est ce qui se passe effectivement dans la négociation entre l'État et la ville de Toulouse à propos de Jolimont. Mais vous voyez immédiatement la réaction des riverains. Vous avez vu immédiatement la réaction des riverains. Comment on va construire là, modifier la qualité de notre cadre de vie, etc. Hein, donc on revient sur ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Donc les choses là aussi ne sont pas simples. Et les bailleurs sociaux sont mis dans la même situation. Vendez des logements sociaux pour en construire d'autres, ce qui est pour le moins un paradoxe. Et on voit aujourd'hui un certain nombre de sociétés HLM vendre leur logement à leurs locataires. On pourrait dire c'est une bonne chose, hein, par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure, parce que ces gens qui sont locataires dans le parc HLM et qui ne pourront pas accéder sur le marché privé, accèdent à la propriété de leur logement. Et c'est plutôt, on pourrait dire, une bonne chose. Oui, mais on a besoin de logements locatifs sociaux, donc on en perd, hein. Et donc, vous voyez bien là aussi la contradiction. Dire à un bailleur social, pour construire du logement social, vendez une partie de votre patrimoine. Et regardez, le principal bailleur social de Toulouse a annoncé effectivement la vente d'un certain nombre de logements sociaux. C'est bien, hein, ça participe à permettre aux gens de changer de statut, d'accéder à la propriété. Mais voilà, on se prive aussi d'une offre dont on a besoin par ailleurs, sachant que le parc social aujourd'hui, sa rotation, hein, c'est-à-dire la capacité d'un bailleur à proposer des logements aux demandeurs de logements sociaux, diminue, parce que les gens ne quittent plus le logement social. Quand vous avez la chance d'avoir un logement social plutôt bien situé, évidemment que compte tenu de ce qu'est le marché, vous ne quittez pas votre logement social, hein. Et on voit aujourd'hui, par exemple, il y a du logement social au Mirail, c'est là où le taux de rotation il est encore important. Parce que quand la situation des gens s'améliore, ils quittent pour aller ailleurs, hein. Par contre, il y a des endroits où, au fond, un logement se libère quand la personne décède, en clair, hein. Il y a du logement social à Saint-Georges, par exemple, que vous ne repérez pas. Personne ne sait que c'est du logement social. Là, voilà, quand vous avez la chance d'avoir un logement social bon marché à Saint-Georges, autant vous dire que vous ne le quittez pas. Même si, alors pour le coup, vous avez une résidence secondaire ailleurs, hein, et ça pose un problème, ça. Quand vous rentrez dans le logement social, vous y êtes de droit pour le restant de vos jours, quelle que soit votre situation. Si votre situation s'améliore, si vos revenus sont supérieurs au plafond, dès lors que vous êtes locataire, vous y restez, hein. Et alors là aussi, on a inventé un dispositif, le surloyer. Hein, vous allez payer plus. Hein, sauf que pour les bailleurs, c'est compliqué. Et faire payer plus leurs bons locataires, pas les perdre non plus. Hein. Donc vous voyez, on est dans des choses très très complexes. Hein. Voilà.
Merci.